Donc, comme vous pouvez le voir, on a avec plaisir Martin Winkler avec nous, enfin, voilà, pour celles et ceux qui étaient avec nous la semaine dernière. Et il est 20 heures et on va pouvoir commencer à l'heure. Et toutes celles et ceux qui nous rejoindront en cours de route, voilà. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle que pour les échanges, donc on est sur Zoom, donc vous devriez, je pense, être toutes et tous relativement familiers. Je vois que tout le monde a commencé à saluer et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre vos questions donc, dans le live. Avant que l'on commence, je dois donc vous prévenir, parce que vous l'acceptez entre guillemets naturellement sur Facebook, mais que ce live sera enregistré. Donc voilà, donc a priori, ne mettez pas vos caméras, ça permettra probablement d'avoir un meilleur réseau, mais si vous les mettez, sachez que vous ferez partie de l'enregistrement. Vos micros sont, et donc vos noms voilà, apparaissent tels que. Vos micros sont automatiquement désactivés. L'idée, c'est qu'on puisse, comme vous êtes beaucoup, et je vois de plus en plus de monde qui arrive, l'idée, c'est que les questions passent par le chat, donc par l'espace de discussion. Je ferai tout mon possible pour les remonter et faire en sorte que Martin puisse y répondre, en tout cas dans la mesure du possible. Voilà. Et je vous propose qu'on commence peut-être juste rappeler à tous peut-être, Martin, enfin, qui vous êtes et peut-être vous Oui, bien introduire sûr. un peu. Alors, comme vous le voyez peut-être sur mon écran, mon vrai nom est Marc Zafran. C'est sous ce nom-là que j'ai exercé la médecine en France de 81-82 à 2008. Et j'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler. Donc, j'ai été médecin généraliste à la campagne et dans un centre de planification, c'est-à-dire un centre dans lequel on faisait des consultations pré-IVG, des IVG, des consultations post-IVG, de la contraception, du conseil pour les femmes qui avaient des problèmes d'infertilité ou des soucis conjugaux, etc., de violence conjugale. Et voilà, donc j'ai eu une formation de généraliste. Et parce que j'avais une formation de généraliste, j'ai exercé essentiellement avec des femmes, parce que quand on est généraliste, on voit surtout des femmes. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. C'est déjà pas mal. Juste peut-être, moi, présenter rapidement pour alors, celles qui étaient avec moi au live la semaine dernière ont eu l'occasion très largement de m'entendre répéter la même chose et je m'en excuse par avance. Mais donc, juste pour vous rappeler que je suis Juliette Moreau, que je suis la fondatrice de My Yes Life, et surtout vous dire donc rapidement que My Yes Life est une plateforme d'information en santé intime et sexuelle de la femme, avec pour objectif de répondre aux mots de l'intime MAUX avec les mots du quotidien. On a tout un travail qui vise surtout à permettre de poser les questions qu'on n'a pas toujours l'occasion de poser à son soignant, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'ose pas. Et tout l'objet de My Yes Life, c'est de pouvoir faire ça. C'est aussi de pouvoir mettre en communauté l'ensemble des femmes autour des questions de santé intime et sexuelle. Et c'est pour nous un très grand honneur et directement dans notre volonté d'information et de communauté qu'on reçoit ce soir Martin. Donc, on avait choisi un thème plus spécifique pour ce soir, qui est la relation aux soignants, parce qu'on reçoit, nous, beaucoup de questions et de témoignages sur ce sujet-là. Donc, le ou la soignante autour de la santé intime et sexuelle de la femme. Et l'objectif, c'était un petit peu d'aborder
tout le prisme de enfin, qui puis-je aller voir, qui choisir, comment échanger avec son soignant ou sa soignante, et peut-être aussi qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas quand on me soigne ou quand je ne suis pas d'accord éventuellement avec un soin. Donc moi, ce que je vous propose, Martin, c'est peut-être de commencer par un basique en termes de santé intime et santé sexuelle, santé gynéco. Quels sont les soignants qu'on peut aller voir au-delà du gynécologue? Voilà. Ou peut-être déjà le gynécologue et dans quel cadre, etc. Alors, moi, j'ai commencé comme médecin généraliste et j'étais médecin généraliste à la campagne. Les femmes n'allaient pas voir le gynécologue d'emblée. Les femmes qui venaient vivre à la campagne et qui avaient grandi en ville, oui, des fois, mais la plupart des femmes venaient voir le médecin de famille. Le médecin de famille, en principe, il devrait être formé pour écouter les problèmes des femmes. Je veux dire, pendant très longtemps, les grossesses, c'était les médecins de famille qui les déclaraient. Il faut rappeler que à l'heure actuelle, il y a quelque chose comme 55 ou 60 000 généralistes en France. Il y a 6 000 gynécologues, Mm. c'est-à-dire 10 fois moins. Et Exactement. il y a 25 ou 30 000 sages-femmes. Alors, pendant très longtemps, les sages-femmes étaient des professionnels de santé qui étaient mis sur la touche, minorisés. Elles le sont de moins en moins. Et en particulier, depuis quelques années, elles peuvent assurer tout ce qui est contraception. Et depuis un an ou deux, elles peuvent aussi, par exemple, prescrire de la mifepristone, c'est-à-dire le médicament qu'on donne aux femmes pour les IVG ambulatoires, c'est-à-dire les IVG médicamenteuses qui ne nécessitent Médicamenteuse. pas d'être hospitalisées. Donc, les premières personnes autour de vous, étant donné que, encore une fois, il n'y a que 6 000 gynécologues en France et que tous, d'ailleurs, ne sont pas libéraux, libérales, les premières personnes à aller voir, a priori, c'est le médecin généraliste ou la médecin généraliste. Il y a de plus en plus de médecins généralistes qui sont des femmes et les sages-femmes. Et juste Parce une question, que la sage-femme, je peux aussi aller la voir sur des questions de ça gratouille, j'ai tout une ce qui concerne douleur. la santé, tout ce qui concerne la santé gynécologique, c'est-à-dire tout ce qui est santé spécifique des femmes, bien sûr, les sages-femmes sont compétentes. D'accord. Si vous avez une boule dans le sein, ça me paraît absolument naturel que vous alliez voir une sage-femme en lui disant pouvez-vous m'examiner parce que ça fait partie de sa compétence. Et si c'est plus confortable pour vous d'en parler à une femme plutôt qu'à votre médecin de famille qui est un homme, par exemple, moi je ne trouve pas ça choquant du tout. A priori, euh, comment dire, tous les professionnels de santé devraient être formés à la santé des femmes. Tous, 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 toutes et tous. Pourquoi? Parce que 70% des personnes qui consultent en médecine sont les femmes et la physiologie et donc les problèmes, c'est-à-dire la pathologie. La physiologie, c'est la norme, si vous voulez, le normal. La physiologie des femmes et donc les problèmes inhérents à cette physiologie ou les pathologies des femmes sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus nombreuses que les problèmes physiologiques ou les pathologies des hommes. Oui, Il y a donc du même coup, il y a des spécificités qui, de toute manière, sont nécessaires de connaître et que tous les soignants devraient Oui, connaître, en fait. oui. Un de mes grands, comment dirais-je, chevaux de bataille depuis quelques années, c'est de dire que tous les professionnels de santé devraient être formés à la physiologie des femmes et aux problèmes spécifiques des femmes, parce qu'encore une fois, qui peut le plus, peut le moins, ils vont avoir 70% de femmes dans les gens qui vont Cabinet, ouais. rencontrer à soigner. Soigner les hommes à côté, c'est pas très compliqué. Les problèmes, les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes à cause de leur immunité liée au fait qu'elles peuvent potentiellement porter un enfant, porter un fœtus. Donc, toutes les maladies auto-immunes étant plus fréquentes chez les femmes, c'est quelque chose qui devrait faire partie de la formation initiale de tous les médecins. La physiologie féminine devrait faire partie de la formation initiale de tous les médecins. Et ce n'est pas le cas. Alors, comment dirais-je, c'est une lacune de la formation. C'est pas la faute des femmes, c'est la faute des professionnels eux-mêmes. Donc oui, moi je pense que, alors,
Et une autre raison pour laquelle il est peut-être plus intéressant d'aller voir un généraliste ou une sage-femme ou une généraliste quand on a un problème de santé, quel qu'il soit, et qu'on est une femme, c'est que ce sont des professionnels qui voient beaucoup plus de femmes dans des situations courantes que Il les brasse plus de spécialistes. cas, de cas classiques, on va dire, c'est ça? C'est pas une question d'être classique, c'est une question courante. C'est les choses de la vie, si vous voulez. Par définition, un spécialiste va voir des gens qui ont des maladies ou des situations compliquées. Mais je vous prends l'exemple de la grossesse. Suivre une grossesse normale, la plupart des gynécologues obstétriciens, ça ne les intéresse pas. Si elle est normale, il n'y a rien à faire. Les sages-femmes, en revanche, elles vous disent nous, ça nous intéresse que ce soit normal parce qu'on C'est fait clair. en sorte de faire de l'information, de rassurer les femmes sur le fait que, ah oui, elles ne pensaient pas que ça se passerait comme ci, mais ça se passe comme ça. Bon, c'est-à-dire, les spécialistes de la physiologie de la grossesse et de l'accouchement, c'est les sages-femmes. Ce n'est pas les obstétriciens qui, eux, sont plutôt spécialisés dans les interventions, dans les situations compliquées. Donc, Parce qu'en fait, vous abordez un point qui est, je trouve, très important sur la santé, enfin, sur le soin qu'on reçoit quand on vient pour une question intime et ou sexuelle, c'est qu'il y a quand même énormément de. Enfin, il y a aussi un enjeu d'émotion, d'angoisse. Je parlais avec une médecin qui disait que finalement, il n'y a pas de problème à parler de l'attention des gens, au sens où il y a pas de tabou, exactement, il n'y a pas de venir exactement. pour un problème de saignement anormal, pour une cystite, ou en tout cas, à chaque fois que ça se passe en bas, on a tendance à être naturellement un petit peu plus mal à l'aise pour en parler. D'où l'importance d'avoir du temps, en fait, pour l'évoquer, quoi. Bien sûr, d'avoir du temps et puis d'être face à des gens qui, un, ont l'habitude, et puis qui, deuxièmement, ne trouvent pas ça, comment dirais-je, ni gênant, ni incongru, ni bon. Euh, la santé sexuelle, c'est aussi effectivement, par exemple, la santé sexuelle, c'est j'ai mal quand j'ai des rapports sexuels. Bon. Ça, c'est un truc qui n'est pas, qui est très mal enseigné en faculté de médecine. C'est-à-dire que la plupart des médecins n'y connaissent rien, n'y comprennent rien, euh, pour deux raisons. Pendant très longtemps, parce que c'était des hommes, et donc ce que les femmes ressentaient quand elles avaient mal, hein, ça ne pouvait pas être de leur faute. Ouais. Et puis, c'est une terre étrangère, le corps féminin. Donc, tu as mal, il n'y a pas de raison pour que tu aies mal. Moi, je fais ce qu'il faut. Toi, bon. La deuxième raison, c'est que les enseignants étaient des hommes. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme et que vous enseignez la physiologie féminine, il y a déjà un paradoxe si vous parlez de quelque chose qui se passe dans un corps qui vous est complètement étranger. On ne peut pas s'identifier. Moi, je veux dire, si je suis devenu le médecin que je suis devenu, c'est parce que, n'étant pas une femme, je ne pouvais me référer qu'à ce que les femmes me disaient. Je ne croyais pas ce que les hommes me disaient. Mais comment tu peux parler de ce que ressentent les femmes parce que tu n'es pas une femme? Écoute les femmes. Ça me paraissait naturel, ça tombait sous le sens. Et bien évidemment, en ce qui concerne la santé sexuelle, le ressenti sexuel au sens large, il est bien évident que le ressenti sexuel, c'est pas la même chose pour un homme et pour une femme. Donc, quand on veut avoir une attitude soignante avec une femme qui vient vous parler en vous disant j'ai mal quand j'ai des rapports sexuels avec mon Jules, mais pas toujours, pas tout le temps. Ah bon, et que si vous savez pas ce qu'elle veut dire par pas tout le temps, Oui. c'est-à-dire si vous n'avez pas entendu une femme vous dire pas tout le temps parce que c'est pas dans toutes les positions, par exemple, Mhm. vous pouvez pas y penser. Et la première fois qu'une femme m'a dit pas tout le temps, j'ai pas compris. Quand j'en ai entendu plusieurs me dire pas tout le temps parce que pas dans toutes les positions, ah là j'ai compris. Et puis, bon. Mais c'était elle qui me le disait, parce qu'un homme pouvait pas me dire ça. Donc il y a quelque chose qui est pas tout récent, si vous voulez, en plus, qui date aux États-Unis, c'est dans les années 70. Il y a un groupe qui a fait un livre qui vient d'être d'ailleurs réédité. Je vais vous le montrer. Oui, volontiers, on mettra les références. Voilà, qui vient d'être réédité en langue française, qui s'appelle Notre corps nous-mêmes. Oui, oui, très Je ne sais pas si bien. vous voyez bien. Oui, oui, je le Voilà. vois tout à fait. Mais la première édition de ce livre, donc ça c'est aux éditions
C'est aux éditions Hors d'atteinte. Très bien. C'est un livre collectif, sur la santé des femmes, et sur la santé des femmes dans toutes ces dimensions. Hein. Donc, ce livre, le premier collectif, a été fait par un collectif de femmes de Boston qui, pour la plupart, n'étaient pas médecins. Parce qu'elles ont dit, de toute façon, on ne peut pas faire confiance aux médecins américains qui sont pour la majorité des hommes, qui donnent des notions tout à fait théoriques qu'ils ne connaissent pas. Il faut qu'on fasse un livre sur la santé des femmes que nous allons écrire nous-mêmes avec nos propres connaissances. Bon. Et donc, voilà, l'édition française qui parut l'an dernier, c'est l'adaptation des éditions, parce qu'il y a eu beaucoup Des éditions, oui, voilà. Donc, cette préoccupation que la santé des femmes et les besoins, la santé des individus, elle devrait être, enfin, les soins de santé devraient être délivrés en fonction des besoins des individus. Mais les besoins des individus, qui est-ce qui les définit? Malheureusement, en France, c'est le ministère de la Santé, qui n'y connaît rien, qui définit les besoins de santé de toutes les régions françaises sans savoir ce qui se passe dans les régions françaises. La santé des femmes, ça ne devrait pas être le ministère de la Santé qui définit les besoins des femmes, ça devrait être les femmes elles-mêmes. Et en plus, ça peut varier, évidemment, avec l'âge de la femme, avec la région où elle vit, avec son environnement social, économique, etc., etc. C'est-à-dire que, fondamentalement, pour soigner les femmes, il faut écouter les femmes. Alors, c'est plus facile quand on est une femme. On peut le faire quand on est un homme aussi, si on écoute. Justement, je voulais vous poser la question, parce que vous l'avez beaucoup, enfin, vous l'avez sous-entendu, ou en tout cas évoqué tout à l'heure. Est-ce que le genre du médecin ou, ou du sage-femme, de la sage-femme, joue un rôle dans son choix? Enfin, comment vous le voyez? Est-ce qu'on peut être un bon soignant en étant une femme? Fondamentalement, je ne pense pas que le genre à lui seul joue. C'est-à-dire que D'accord. j'ai connu des professionnels de santé hommes qui étaient des crèmes et des professionnels de santé femmes qui étaient des peaux de vache, avec les femmes. Donc non, ce n'est pas le genre de la personne, c'est son attitude, sa posture, son attitude vis-à-vis des personnes qu'elle a en face de soi. Une bonne soignante ou un bon soignant, c'est quelqu'un qui, quel que soit son genre, se sent investi d'une mission qui est de se mettre au service de la personne qu'elle soigne, au service. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est complètement en opposition avec le paradigme français où le professionnel de santé Oui. donne Et ses au-dessus. instructions et voilà, est au-dessus. Non, un professionnel de santé est au service des gens qu'il soigne ou qu'elle soigne. Ne porte pas de jugement. Donc, par exemple, effectivement, quand on prend l'habitude, quand on est un homme, ce qui est mon cas, et qu'on est professionnel de santé, moi j'avais pris l'habitude de recevoir les femmes que je ne connaissais pas, quand elles me connaissaient, elles savaient, mais que je ne connaissais pas, pour la première fois en leur disant je suis à votre service, je ne porte pas de jugement sur ce que vous allez me dire, ça ne va pas sortir d'ici, il n'y a pas de questions stupides, et moi je vous ferai des propositions, et puis vous allez prendre votre décision, parce que c'est votre corps, c'est votre santé, donc c'est vous qui allez prendre la décision qui est la meilleure pour vous. C'est la contraception qui m'a appris ça. C'est-à-dire que la contraception, c'est très intéressant, parce que quand une femme demande une contraception, elle n'est pas malade. Elle veut simplement éviter d'être enceinte à un moment où elle ne veut pas être enceinte. Un point, c'est tout. Donc, on lui rend un service en lui proposant des méthodes de contraception, en lui donnant accès à des méthodes de contraception. On peut lui prescrire une pilule, mais on peut aussi lui poser un stérilet ou insérer un implant, ou lui expliquer comment utiliser un diaphragme ou une cape cervicale. On lui donne un service. Et ce service, qui a plusieurs options, c'est elle qui va choisir quelle est l'option qui lui va à ce moment-là. Puis des fois, d'ailleurs, elle va tester, et puis au bout de 6 mois, elle va revenir en disant « ça ne me convient pas, on va essayer autre chose ». Très bien. C'est-à-dire qu'il y a une... il doit y avoir chez les professionnels de santé une mise à disposition de leur savoir-faire, de leur savoir, de leurs connaissances, de leurs informations,
pour la personne qui vient en face de soi. Et ça, vous voyez bien que c'est indépendant du genre, parce que ça dépend de la façon dont la personne se voit. Si elle se voit comme une personne toute puissante et toute connaissante qui donne des ordres, ce sera une peau de vache, homme ou femme. Si c'est quelqu'un qui dit, ben moi je vais essayer, je vais me mettre en quatre pour essayer de trouver une solution qui soit convenable pour vous, puis si ça ne marche pas cette fois-ci, ben vous revenez dans 3 jours ou dans 3 semaines ou dans 3 mois, puis on réessaye autre chose, ce sera probablement une ou un bon professionnel de santé. Donc l'idée selon laquelle les femmes sont meilleures que les hommes, c'est tentant, mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas une question de genre. Cela étant, c'est de plus en plus vrai. Pourquoi? Parce que, d'une part, les professionnels de santé se féminisent. Oui. Et d'autre part, les jeunes générations de professionnels de santé ont de plus en plus envie de soigner et de moins en moins envie de donner des ordres. Parce que ces jeunes générations sont aussi des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont été, comment dirais-je, imbibés du désir de rendre service et de soigner pour rendre service, et non pas pour être comment dirais-je, un notable Mandarin. ou un mandarin, etc. Bon. Donc, c'est en train de devenir de plus en plus vrai, mais c'est aussi en train de devenir de plus en plus vrai pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui décident de soigner parce qu'ils ont envie de soigner sont aussi de plus en plus nombreux à être des gens tout à fait gentils. Néanmoins, l'immense majorité des professionnels de santé restent des femmes pour des raisons qui sont très difficiles à identifier, parce qu'elles sont probablement multiples. Il n'y a pas une seule explication à ça. Alors, hop, je vais juste couper voilà, le micro d'André est coupé. Donc, je vous en prie, Marc, du Non, coup, non, mais moi, j'avais une question par rapport à la, pardon, par rapport au positionnement que vous évoquiez tout à l'heure. On est d'accord, enfin, on est d'accord. Idéalement, c'est bien que le médecin puisse présenter des options et fasse participer la patiente, enfin le médecin ou la médecin et la sage-femme, enfin le soignante fasse participer la patiente à la démarche. Après, ils n'ont pas toujours le temps, l'esprit, l'envie. Et nous, en tant que patiente, on peut être aussi juste un petit peu désarçonné à l'idée de dire bah non, moi je veux le choix. Alors sur la contraception, il y a moyen d'avoir une certaine information, mais sur d'autres soins, on peut on parlait du frottis la dernière fois et peut-être qu'on peut en reparler, mais on peut ne pas avoir éventuellement envie d'avoir un frottis pour tout un ensemble de raisons et pas être très à l'aise pour en parler. tout à fait, mais je pense que je vais vous dire moi, comment j'ai compris que j'étais jeune médecin, comment j'ai compris que les femmes ne voulaient pas être examinées systématiquement et comment j'ai cessé d'examiner systématiquement les femmes. C'est qu'il y avait des femmes qui arrivaient et qui me disaient: «J'ai besoin qu'on me renouvelle ma pilule, mais j'ai mes règles. Donc je préfère que vous ne m'examiniez pas». J'ai fini par comprendre, parce que quand j'en ai vu 10 ou 12 ou 15 qui me disaient ça, euh, et alors, moi, personnellement, je n'avais pas d'objection à examiner une femme qui avait ses règles, parce qu'on peut examiner une femme qui a ses règles, c'est désagréable pour la femme, mais médicalement, ça peut être nécessaire. Donc, ce n'était pas une objection pour moi, mais je comprenais bien que c'était elle qui mettait ça en avant, parce qu'elle ne voulait pas être examinée. Bon. Et j'ai fini par comprendre que, puis j'ai potassé le sujet. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est indispensable d'examiner systématiquement les femmes? Non. Non, une femme qui a besoin qu'on lui renouvelle sa pilule, elle n'a pas besoin qu'on l'examine. Si elle va parfaitement bien et qu'elle n'a strictement aucun symptôme qui nécessite un examen, pourquoi est-ce qu'on l'examinerait? Si vous n'avez pas, comment dirais-je, si vous n'avez pas mal à l'intérieur de la bouche, pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse ouvrir la bouche pour l'examiner? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Si vous n'avez pas mal à l'épaule, est-ce que vous allez demander à ce qu'on vous examine l'épaule? Non. Eh bien, les organes sexuels, que ce soit chez les femmes ou que ce soit chez les hommes, si vous n'avez pas mal, si vous n'avez pas quelque chose qui attire l'attention, un symptôme qui se passe dans cette zone-là, il n'y a aucune raison qu'on vous examine. On ne fait pas passer les bons hommes depuis l'âge de 15 ans sur une table pour leur faire un toucher rectal et examiner la prostate tous les ans. On ne le fait pas. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on sait très bien que
Ça ne sert à rien. Et ça fait très longtemps qu'on sait aussi que pour les femmes, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que laisser entendre qu'une femme peut ne pas savoir ce qui se passe dans son corps et que c'est le médecin qui va le lui dire, c'est complètement paternaliste et infantilisant. Ça veut dire, madame, vous n'êtes même pas suffisamment adulte pour savoir qu'il se passe quelque chose d'anormal chez vous. Après, c'est clair que vu qu'on nous emmène chez le gynéco ou la sage-femme dès 15 ans, ou en tout cas dès la puberté, il y a un vrai apprentissage et éducation Tout à fait, tu tout devras à fait, surveiller ta tout à sphère fait. génitale tout au long de ta vie, en tout cas. Voilà. Alors donc, je vais dire à toutes les femmes qui sont dans l'assistance, si vous connaissez des adolescentes, si vous avez des filles adolescentes, si vous avez des amis qui ont des filles adolescentes, dites-leur, s'il vous plaît, qu'on ne les emmène pas chez le gynécologue à 15 ans. Il n'est pas nécessaire d'aller voir un médecin pour être examiné sans symptômes. Je vous parle, encore une fois, je vous parle de quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'a Et strictement c'est-à-dire aucun problème. pas de saignements anormaux, pas de pertes bizarres, Pas de, pas de douleurs, pas voilà. de symptômes, pas de symptômes Voilà. inhabituels qui vous gênent, pas de symptômes qui vous gênent. Si vous n'avez aucun symptôme qui vous gêne, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin, sauf contraception, vous n'avez pas besoin d'aller voir un médecin avant l'âge de 25 ans. Et Pourquoi? pourquoi 25? Alors pourquoi 25? Parce que 25 ans, c'est l'âge, c'est arbitraire, mais statistiquement, c'est l'âge auquel il commence à être intéressant de faire un frottis. D'accord. C'est les Anglais qui étudient le problème depuis très très longtemps, qui disent c'est 25 ans ou 8 ans après le premier rapport sexuel, parce que Le temps d'accueil. voilà, les anomalies du col utérin peuvent commencer dans les 7 à 8 ans qui suivent les premiers rapports sexuels s'il y a eu une infection par le HPV. Donc, si vous avez commencé à avoir des rapports sexuels à 14 ans, bah, ce sera plutôt 22. Mais comme l'âge moyen des premiers rapports sexuels pour les filles, et comme pour les garçons d'ailleurs depuis 20 ans ou 30 ans, enfants, c'est 17 ans, eh ben, on dit 25. D'accord. Une femme, et moi ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, de voir c'est pour ça qu'elle venait me voir moi, c'était de voir des femmes qui avaient 25, voire des fois 27 ans ou 28 ans, qui n'avaient jamais vu un médecin pour raison gynécologique parce qu'elles allaient parfaitement bien. Elles utilisaient les préservatifs comme contraception, donc vous n'avez pas besoin de médecin pour ça, et qui venaient me voir très très embêtées parce que leur copine ou leur mère ou leur sœur leur avait dit «Oh là là, mais tu ne te rends pas compte?» Et je disais «Ben, c'est très bien, vous n'avez jamais eu de symptômes?» «Non, je vais très bien, tant que vous n'aviez pas besoin de médecin.» Est-ce que je dois absolument faire un frottis? C'est pas que vous devez vous faire un frottis, on le recommande. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose que les femmes doivent décider pour elles. Si vous n'avez pas envie de vous faire un frottis aujourd'hui, que vous voulez revenir dans 6 mois ou dans 1 an, c'est pas dramatique. Il n'y a pas le feu. Vous comprenez? Bon. Et il faut sortir de ce terrorisme qui consiste à dire aux femmes, oh là là, si vous n'êtes pas suivi régulièrement par un médecin, il va vous arriver quelque chose. Ben non, en fait, c'est une volonté, comment dire, même qui a été intégrée par les médecins eux-mêmes, c'est une volonté de contrôler le corps des femmes. On veut surtout que les femmes restent dans le rang. Et comment les maintenir dans le rang? Eh ben, en les surveillant et en leur disant, si tu ne te fais pas surveiller, tu auras des maladies. Oui, mais de quelles maladies parle-t-on? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, quand je me suis marié, la première fois que je me suis marié, il y avait ce qu'on appelait un examen prénuptial. Oui, Bon, ça m'est vous arrivé à savez, moi aussi. voilà. Alors, l'examen prénuptial, à quoi il servait? Il servait à dépister soit des maladies vénériennes, soit la tuberculose, qui était quand même une maladie avant 1950, avant 1960, c'était une maladie qui tuait à peu près tout le monde. Bon, soit la tuberculose, de façon à ce que on sache qu'on n'allait pas épouser quelqu'un qui allait nous coller une saloperie. Mais c'était surtout les femmes qui étaient surveillées. C'était les femmes qui étaient surveillées. Bon, c'est inadmissible. Oui, d'accord. C'est inadmissible. Bon, alors, cette volonté de continuer à examiner les femmes tous les ans, de les faire venir, bon, il faut savoir que sur le plan clinique et sur le plan médical, un examen gynécologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'examen au spéculum et l'examen, le toucher vaginal, ça n'a strictement aucune utilité quand la femme n'a aucun symptôme. On ne
dépistera rien. Alors du coup, typiquement, parce que le frottis tous les ans, ça je pense qu'on doit être plusieurs dans l'Assemblée à y avoir droit. Du coup, quelle est plutôt la recommandation Pour les frottis, alors on va séparer ça en deux. Il y a le frottis, c'est à partir de 25 ans, tous les 3 ans, si le D'accord? frottis est normal. Si le frottis est normal, tous les 3 ans, ça suffit. Et maintenant, à partir de 30 ans, on ne fait plus de frottis, on peut faire ce qu'on appelle un dépistage du HPV, qui est apparemment beaucoup plus précis que le frottis tout seul. Mais on peut faire l'un ou l'autre, et si on n'a pas eu de dépistage de HPV, on peut faire un frottis, c'est très bien aussi. Mais tous les 3 ans, ça suffit. C'est quoi le dépistage de HCV? C'est tout simplement, c'est Oui, le pardon. dépistage du papillomavirus. En fait, on fait un prélèvement, comme si on faisait un prélèvement dans la joue avec un coton-tige, sauf que là, c'est avec un coton-tige à l'intérieur du vagin. Oui, On mais donc va c'est un peu aller. la même démarche que le frottis. Enfin, ça reste quand même C'est un pas peu tout à fait. Non, similaire. non, c'est On pas tout à gratte fait pas, la c'est même ça? démarche. Bah, c'est-à-dire, vous pouvez le faire vous-même. D'accord. Le frottis, il faut prendre une petite balayette qu'on va aller, on va introduire le spéculum, et puis ensuite on va mettre la balayette dans le spéculum et on va aller frotter le col, recueillir des cellules qui vont être ensuite étalées sur une lame de verre qui va être regardée au microscope. Le test HPV, il suffit de recueillir des sécrétions et dans les sécrétions, on va faire ce qu'on appelle un test immunologique, mais qui se fait pas au microscope, qui se fait dans une machine. Et un test Comme immunologique, un test voilà, d'urine, par exemple, sur. comme un test d'urine, dans lequel Exactement. on va dépister une infection. Bon. Ok. Donc, par exemple, le recueil du test HPV, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur des kits d'auto-diagnostic du HPV. C'est-à-dire les femmes peuvent faire leur recueil de HPV elles-mêmes. À partir de 30 ans, elles n'ont même pas besoin d'aller voir le médecin, elles le font elles-mêmes, elles le déposent au labo, et puis le labo leur dit, voilà, il y a ou il n'y a pas. Ça, c'est le dépistage du cancer du col. Puis il y a un troisième volet, c'est le cancer du sein et l'examen, la mammographie. Deuxièmement, il y a l'examen gynécologique, c'est-à-dire, en théorie, et c'est pour ça que beaucoup de médecins imposaient et imposent encore à certaines femmes d'être vues tous les ans. En théorie, on recherche un cancer de l'ovaire, une infection gynécologique haute, etc. Mais c'est pas justifié. Pourquoi? Le cancer de l'ovaire est très rare. Et c'est pas à 20 ans qu'on fait des cancers de l'ovaire, hein. Les cancers de l'ovaire, c'est plutôt après 55-60 ans. Bon. Deux, les infections gynécologiques, ça donne d'autres symptômes. Les femmes ont des saignements, elles ont mal, elles ont de la fièvre, elles ont des douleurs chroniques, etc. Donc, elles n'attendent pas, je veux dire, c'est pas chez les femmes en bonne santé qu'on fait du dépistage d'infection. Sauf si la femme pense qu'elle a été contaminée, auquel cas on peut lui faire un test, mais on n'a pas besoin de faire d'examen gynécologique pour faire un dépistage. Encore une fois, c'est un test avec un écouvillon, un coton-tige où on va prélever les sécrétions du col. On n'a pas besoin de vous faire un examen bimanuel. Bon. Donc l'examen gynécologique, dans lequel le médecin introduit ses doigts dans votre vagin, c'est un examen qui, quand vous n'avez pas de symptômes, est inutile. Inutile. Et en plus, il est traumatisant. Et en plus, il est désagréable. Et en plus, enfin, je veux dire, il n'a que des inconvénients pour tout le monde. Je veux dire, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, mais attends, pourquoi je m'impose à moi et j'impose aux femmes un examen qui ne sert à rien, alors que, encore une fois, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, on disait, ben non, les femmes n'ont pas de symptômes, il ne faut pas les emmerder à faire un examen. Donc, j'ai cessé de le faire. Alors, c'est là qu'on voit, si vous voulez, que c'est comment dire, la liberté des femmes ne peut s'exercer que quand les médecins cessent d'exercer des contraintes. Je m'explique. À partir du moment où j'ai pu examiner systématiquement les femmes, et où les femmes qui venaient me voir le savaient, quand elles ne me connaissaient pas, elles ne m'avaient jamais vu, je leur expliquais. Les autres le savaient avant, je leur avais déjà expliqué avant, elles savaient qu'elles n'auraient pas besoin de se faire examiner. À partir de ce moment-là, si elles avaient envie d'être examinées parce qu'elles avaient l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas, elles me le demandaient et je les examinais. Parce que c'était leur demande. Leur demande, oui. Et c'était leur demande qui était validée par un ressenti, des douleurs, un malaise A plus B plus C que moi, personnellement,
je ne pouvais pas évidemment identifier de l'extérieur, mais qu'elle pouvait nommer, et à ce moment-là, qui pouvait justifier un examen. Des femmes, encore une fois, qui me disaient oui, j'ai mal dans le bas du ventre. Des fois, c'est pendant les rapports sexuels. Des fois, c'est pas pendant les rapports sexuels. Des fois, c'est quand je passe de la position assise à la position debout. Et c'est, entre guillemets, au niveau de mes ovaires. C'est-à-dire, elle le percevait à cet endroit-là. Alors, il faut savoir que le cerveau n'est pas une machine très précise. C'est-à-dire que des fois, on peut percevoir comme venant d'une zone une douleur qui, en fait, vient d'une autre zone. Hein, voilà, d'un autre endroit. Bon, donc, là, c'est légitime. Je veux dire, c'est légitime que la femme vienne de la même manière que quand vous avez mal à l'épaule, vous allez voir le médecin en lui disant examinez-moi l'épaule. Vous ne voulez pas qu'il vous fasse un examen gynécologique, c'est pas pertinent. Voilà. Bon, eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le vécu de la femme qui justifie et qui doit justifier l'examen qu'on lui fait passer. Donc, l'examen gynécologique en dehors des symptômes, ça ne sert à rien. Le frottis, c'est à partir de 25 ans tous les 3 ans. L'examen des seins. Cancer du sein, vous allez toutes avoir entendu parler d'une femme qui a eu un cancer des seins à 30 ans. Oui, bien sûr, parce que celle-là, on en parle tout le temps. Mais c'est rarissime. Ce qui est fréquent, c'est des femmes qui ont des tumeurs du sein à partir de 50, 55 ans, 60, 65 ans et même plus tard. Donc, examiner les seins d'une femme qui ne se plaint de rien, ça ne sert à rien. Très très tôt, je commençais à être médecin, je commençais à exercer en 82-83, donc j'avais 27 ou 28 ans. Je voyais des adolescentes qui venaient me demander la pilule. Ça me mettait mal à l'aise de les faire déshabiller pour leur examiner les seins, pour leur faire un examen gynécologique, mais aussi pour l'examiner les seins. Je ne suis pas de bois, ça me mettait mal à l'aise. En plus, je ne voyais pas l'intérêt. Bon, très vite, j'ai arrêté de le faire parce que je savais que ça ne servait à rien. Mais j'étais aussi sous des dogmes qui disaient non, non, il faut. Il faut pourquoi? Parce que quand une adolescente sentait un nodule dur, il y a fréquemment ce qu'on appelle des adénofibromes, qui sont des tumeurs bénignes, complètement bénignes, mais qui sont très impressionnants parce qu'on a l'impression d'avoir un noyau d'olive dans le sein. Ou des fois, il y a des kystes qui sont simplement avec du liquide. C'est dur, ça peut faire mal, c'est inquiétant. Bon, alors, quand une jeune fille, en prenant sa douche, sent quelque chose qu'elle ne sentait pas avant, et puis, bien sûr, de toute façon, elle va vouloir qu'on l'examine. Elle va pas Elle l'aura attendre. senti de toute manière Elle l'aura avant. senti. Voilà. Donc, qu'elle fasse la demande. Ou ça m'est arrivé aussi de voir des femmes de 45, 50, 55 ans qui venaient me voir en me disant là, je sens quelque chose. Et il y a 6 mois, ce n'était pas là. Bon, mais elles sont venues le jour où elles l'ont senti. Si je les avais examinées 6 mois avant, j'aurais rien senti du tout, j'aurais rien vu. Bon. Pas plus qu'elle, en fait. Pas plus qu'elle, voilà. Donc, l'examen clinique des seins, ça ne sert à rien. Quand les femmes n'ont rien, bien entendu. Quand elles ont quelque chose, oui. Quand elles n'ont rien, ça ne sert à rien. La mammographie, après, c'est quelque chose dont on est d'accord. Pendant très longtemps, on a fait une mammographie précoce. Avant 50 ans, une mammographie, c'est très difficile à interpréter parce que avant que les femmes soient ménopausées, le sein est très dense. Et pour voir des images toutes petites à l'intérieur du sein, il faut envoyer beaucoup de rayons X. Mais les rayons X, ils sont cancérigènes. Exactement, donc ils peuvent avoir un risque. Voilà. Donc, faire des mammographies avant l'âge de 50 ans chez une femme qui n'a pas de risque, n'a pas d'antécédents familiaux, on va revenir sur les antécédents familiaux. 1, ça ne sert à rien. 2, ça les irradie. Et 3, maintenant, on sait que parfois, on trouve des images qui ne sont pas des cancers, qui ressemblent à des cancers, mais qui ne sont pas des cancers, et qu'on opère les femmes pour rien. C'est-à-dire que si vous prenez 10 000 femmes de 45 ans à qui on fait une mammographie de dépistage et 10 000 femmes à qui on ne la fait pas, dans le groupe des femmes à qui on fait la mammographie de dépistage, il va y avoir 300 ou 400 femmes chez qui on va faire un faux diagnostic, qu'on va opérer pour rien. Et à la fin, 10 ans plus tard, l'espérance de vie des deux groupes est la même.
L'espérance de vie est la même. Pourquoi? Parce que maintenant, quand une femme n'est pas dépistée et que elle sent une tumeur et que cette tumeur est un cancer, les traitements sont tellement efficaces que ça n'aurait servi à rien de la dépister 5 ans plus tôt, parce que de toute façon, elle va avoir la même espérance de vie. Elle va guérir pareil. Donc pourquoi est-ce qu'on va dépister, inquiéter et mutiler des femmes qui n'en ont pas besoin, alors que si on attend que les femmes, tout simplement, comment dirais-je, qu'elles aient des symptômes, si on les traite une fois qu'elles ont des symptômes, on va les guérir de la même manière. Parce que le cancer du sein, le traitement du cancer du sein a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Oui, je vois l'association Oui, Cancer Rose explique cancer ça très rose. bien. Je Merci, vous Marie. recommande d'aller sur le site de l'association Cancer Rose qui explique ça très bien. Pourquoi il ne faut pas faire de mammographie n'importe quoi. Donc, vous voyez, le cancer du sein, l'examen du sein, c'est la même chose. Pas de raison d'examiner les seins des femmes et pas de raison de faire de mammographie avant un certain âge, en dehors de tout, comment dirais-je, de tout facteur de risque. Alors, les facteurs de risque, c'est quoi? En gros, c'est si votre mère, vos tantes, une sœur aînée, une grand-mère ont eu des cancers du sein diagnostiqués avant l'âge de 50 ans. Là, on considère qu'il y a un risque familial. Il y a des tests génétiques qui permettent de savoir si vous êtes porteuse d'un gène qui favorise ou non le cancer du sein. Donc, on peut commencer par ça. Et puis ensuite, on peut faire des mammographies, mais les mammographies en elles-mêmes, elles sont, comment dirais-je, elles sont plus ou moins interprétables en fonction de l'âge de la femme, hein. Encore une fois, à 40 ans, une mammographie, c'est difficile à interpréter, ça l'est plus à 50 ans, et on peut faire des échographies tout simplement qui ne sont pas traumatisantes. On peut éventuellement conseiller un examen, un auto-examen pour la femme, un examen par un praticien qui a l'habitude, une fois par an, une fois tous les 2 ans, si la femme est d'accord, mais on n'a pas besoin de lui tomber dessus avec des mammographies répétées qui sont en plus. Oui, Moi, parce qu'on a un commentaire autour des échographies mammaires. Ça peut être bien un- sûr, bien voilà, sûr, une bien solution. sûr, bien Ah, d'accord. sûr, bien sûr. Ça peut être une solution. Soit... Il y a aussi, par exemple, maintenant, aux États-Unis, au Canada, il y a l'attitude la plus recommandée, c'est quand on fait, comment dirais-je, quand on dépiste, mettons une tuméfaction, une petite boule, on fait une mammographie, il y a des petites calcifications, c'est-à-dire on a comme des bouts de coquille d'œuf dedans. Ça peut être un signe de cancer, ça peut aussi être le signe d'une lésion qui évoluera pas en tant que cancer. Et l'attitude à l'heure actuelle, avant 50 ans, et même après, c'est de dire, on peut ne pas faire de mammographie systématique, on peut faire un suivi échographique, et puis, on peut évidemment ne pas intervenir et surveiller la femme. Parce que si c'est un cancer, il va y avoir des modifications qui vont être rapidement visibles cliniquement. Et encore une fois, on ne perd pas de temps parce que de toute façon, les traitements sont très efficaces. Donc, plutôt que d'intervenir sur une lésion qui ne fait pas parler d'elle, mais qu'on a vue, c'est-à-dire sur une image finalement, on n'intervient pas sur une lésion, mais sur une image, il vaut mieux on peut Surveiller. proposer à la femme, il vaut mieux surveiller, on peut proposer à la femme de surveiller, parce que dans l'immense majorité des cas, cette image ne va pas changer en cancer. Et la femme, encore une fois, elle est parfaitement capable de dire, je préfère qu'on aille voir tout de suite, ou je préfère attendre et puis surveiller avec une échographie, avec un examen bimanuel, avec une mammographie tous les 2 ou 3 ans, plutôt que d'aller me faire charcuter. Moi, Oui, non, pardon, du coup, parce qu'en non, non, vous allez-y, écoutant, allez-y, allez-y, merci, allez-y, j'ai allez-y, jamais le allez-y. droit parce qu'en vous écoutant, du coup, me revient une question, enfin, qu'on a déjà évoquée ensemble, mais qui, du coup, ben, voilà, se réitère et que j'aimerais bien qu'on partage un peu pour l'Assemblée. C'est, enfin, vous êtes le médecin idéal, mais qu'est-ce qui se passe quand le soignant ou la soignante qu'on a en face de soi n'a pas obligatoirement cette attention? Comment est-ce qu'on éduque son soignant ou sa soignante une fois qu'on a C'est les c'est- informations en main, quoi? c'est compliqué, mais comment vous dire? Il y a des gens, malheureusement, qu'on ne peut pas éduquer. C'est-à-dire, c'est parce qu'encore une fois, c'est une question de personnalité. C'est même pas une question de formation. C'est malheureusement, dans le monde des soignants, vous avez des gens qui sont souples et des gens qui sont rigides. La rigidité, la plupart du temps, est liée à 2 choses. Soit au désir de dominer et d'être le patron ou la patronne,
soit à la peur. Parce qu'il y a des professionnels qui sont rigides parce qu'ils ont peur. Par exemple, ils ont vu, voilà, ils ont vu une femme. Moi, je me souviens, j'ai la sœur d'un de mes amis de fac, d'un de mes camarades de fac, la sœur d'un de mes camarades de fac, qui était plus jeune que nous, qui était étudiante en médecine elle aussi. On lui découvre par hasard, elle avait, je sais pas quoi, 25 ans. Et c'est encore une fois, c'est rarissime. On lui découvre par hasard un cancer de l'ovaire ou cancer des trompes. Enfin, je veux dire, un truc, mais qu'on voit une fois sur 3 millions de personnes. Ça arrive dans sa famille. Il est devenu complètement paranoïaque avec ses petites amies, à qui il imposait d'aller chez le gynécologue 2 fois par an. Bon. Et puis, j'ai eu une discussion avec lui en lui disant, attends, tu vas pas, d'abord, tu vas arrêter de l'emmerder, puis deux, tu vas pas être comme ça avec tes patientes, parce que tu vas souffrir, elles vont souffrir, et ça va pas faire de la bonne médecine. Et puis, il a parlé de sa peur, et donc, une fois, puis il est allé voir quelqu'un, etc. Bon. Donc, il y a des médecins qui sont rigides parce qu'ils ont vu un jour une catastrophe, ça leur est passé sous le nez, ils ont l'impression que c'est de leur faute, et donc ils veulent éviter cette catastrophe à tout le monde. Ceux-là, on peut à la rigueur les rassurer en leur disant, vous savez, je ne sais pas ce que vous voulez m'éviter, docteur, mais je suis une grande personne. On peut traiter ça par l'humour. Mais il y a des gens qui sont rigides parce qu'ils veulent dominer. Et ça, c'est, à mon avis, le premier élément qui doit être discriminant pour vous quand vous allez voir quelqu'un, c'est de regarder comment la personne se comporte avec vous. Est-ce que la personne se comporte avec vous comme, encore une fois, comme quelqu'un qui a envie de vous aider ou comme quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et pas autrement? Je sais que c'est très difficile à accepter, mais vous ne pouvez pas être soigné correctement par quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et c'est pas autrement. On ne vous soignera jamais bien. Et c'est très problématique parce qu'effectivement, s'il n'y a que cette personne-là dans le coin, Ouais. c'est un problème, je dirais. Mais d'un autre côté, c'est plus problématique avec les médecins généralistes parce que si vous avez que ce médecin généraliste dans le coin, ben, ça va être compliqué d'aller en voir un autre. Mais en revanche, comme vous n'avez pas besoin forcément d'aller voir un ou une gynécologue, Oui, ça, on peut essayer de. c'est Voilà. pas très grave. C'est pas D'accord. très grave. Bon. Donc, après, moi, je crois que c'est une gymnastique aussi parce que comme vous le disiez très justement tout à l'heure, évidemment, on a, comment dire, conditionné les femmes, d'une part, à aller chez le gynécologue ou chez le médecin tous les ans pour vérifier que leur corps fonctionnait bien. Bon. Et deuxièmement, on les a conditionnées aussi à penser qu'elles ne savent pas ce qui se passe dans leur corps et qu'elles ne savent pas ce qui est bon pour elles et que donc elles ne savent pas prendre les décisions qui sont bonnes pour elles. Et je crois que là, il y a un travail qui est un travail qu'on fait là en ce moment quand on discute et que d'autres nous écoutent et que les femmes font entre elles. C'est un travail d'encouragement qui est de dire aux femmes, ben, c'est ton corps. Tu sais ce qui se passe dedans. Tu sais ce qui te fait mal, tu sais ce qui te fait pas mal. Tu sais quand est-ce que tu te sens fatigué, tu sais quand est-ce que tu te sens pas fatigué. Tu es la première personne qui sait comment tu te sens. Donc, pars avec cette idée en répondant aux gens, écoutez, aux médecins, aux sages-femmes, aux infirmières ou aux médeciennes qui vous parlent, en leur disant, attendez, la personne compétente sur ce que je ressens, c'est moi. Vous êtes obligé, si je viens vous voir en vous disant je tousse, c'est parce que je vous dis je tousse que vous allez écouter mes poumons. Exactement. Si je vous dis j'ai mal au ventre, vous allez regarder mon ventre. C'est donc bien moi qui vous indique où ça se passe. Bon. De la même manière, c'est moi qui vais vous dire est-ce que votre traitement m'a fait du bien ou pas. C'est moi qui vais vous dire est-ce que vous êtes en train de me faire mal ou pas. Et c'est moi qui vais vous dire voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Parce que c'est de mon corps qu'il s'agit. Et ça, c'est toute une gymnastique effectivement mentale, mais presque comportementale, qui est très inconfortable à faire parce qu'on ne nous a pas appris à faire comme ça, mais qu'il va falloir apprendre à faire si on veut absolument modifier, parce qu'on ne peut modifier le comportement des professionnels de santé, encore une fois, de celles et ceux qui sont souples et malléables et qui ont envie d'être assurés, on ne peut le modifier que si on y met d'une autre. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un médecin généraliste ici qui est un homme. C'est un homme
qui est plus jeune que moi, évidemment. Il a peut-être 45 ans maintenant. Alors, moi, j'ai 20 ans de plus que lui. Je suis médecin. J'ai beau pas exercer, je sais à peu près, bon, il y a des choses que je ne sais pas ou que je ne sais plus, mais dans les grandes lignes, je sais ce qui est bon pour moi, ce que je ne veux pas. La première fois que je suis allé le voir, il m'a dit, bon, alors quand est-ce que vous êtes fait doser votre cholestérol pour la dernière fois? Je dis, ça fait 20 ans et je ne tiens pas à le doser. Ah bon, mais vous êtes sûr? Je dis, oui, oui, je suis sûr. Mais quand même, je dis, écoutez, je ne fume pas, je sais que je suis un peu en surpoids, j'ai pas envie de me faire doser le cholestérol parce que j'ai pas envie d'avoir une sorte d'étiquette qu'on va me ressortir chaque fois que je vais aller à droite, à gauche. Et en plus, je sais que le cholestérol, c'est pas un bon critère de suivi des maladies cardiovasculaires. Encore une fois, je n'ai jamais fumé et maintenant j'ai un chien, donc j'ai perdu du poids parce que je sors mon chien 2 fois par jour. Ma blonde aussi, on a un chien tous les deux. Bon, on se partage Donc, on va pas faire le cholestérol. Alors, et je lui ai dit, et vous savez, c'est ma vie, donc c'est moi qui prends les risques. Ne vous inquiétez pas, on ne vous en voudra pas. Vous n'aurez qu'à dire, il ne voulait pas. Et c'est correct. Ce n'est pas un problème ici parce qu'au Canada, vous ne voulez pas faire quelque chose, on vous dit, c'est très bien, monsieur, madame, c'est vous qui choisissez. En France, c'est plus compliqué. Mais il y a de plus en plus de médecins qui sont soulagés quand on leur dit, non, je ne veux pas. Et je Oui. pense qu'il faut... voilà. Je En pense fait, qu'il faut apprendre à ce qui faire. est important, c'est acquérir suffisamment d'informations pour avoir l'impression qu'on parle en connaissance de cause, sans se substituer au médecin, hein, ça on est d'accord. Et surtout être consciente que la première personne qui prend soin de soi, c'est nous-mêmes en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est en face d'un médecin, parce qu'on vient prendre soin de soi. Exactement. Exactement. Le maître mot, c'est le mot information. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, voilà, on est 35, 34 participantes sur le Zoom. Ça veut dire qu'il y a 34 personnes qui savent aller chercher une information ou une conférence. Et il y en a de plus en plus. Hein. Dans un pays comme la France, il y a énormément de gens qui sont capables d'aller s'informer ou qui peuvent demander à leur fille ou à leur fils ou à leur neveu d'aller s'informer. Moi, je veux dire, j'ai des cousins qui ont 80 ans qui font du Zoom tous les jours et ceux qui ne savent pas, ils demandent à leur petit-fils et le petit-fils, il leur branche le Zoom où il va leur chercher l'information. On peut aller chercher l'information. On peut imprimer un texte, on peut le lire. Comment dirais-je, croiser des informations. C'est-à-dire que vous cherchez une information sur telle maladie ou tel symptôme et vous allez trouver 25 sources d'informations. Et vous allez voir, sur les 25, il y en a à peu près 20 ou 22 qui vont vous dire la même chose. Et quand tout le monde vous dit la même chose, bah, il est probable que l'état des connaissances en ce moment, c'est ça. Si de temps en temps, vous en avez un, il faut toujours se méfier des gens qui sont à côté et qui vous disent, je ne sais pas moi, non, 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 le coronavirus, On va aller de la Javel. oui, il faut prendre de la javel ou il faut prendre de la chloroquine et ça va passer tout seul. Et cet été, ce sera fini. Voilà. S'il y en a 150 qui disent ah, non, je crois pas, peut-être que le type. Parce que, comment dire, la particularité des connaissances scientifiques, c'est que les connaissances scientifiques ne sont jamais figées, mais elles sont toujours discutées, mais tous les scientifiques essayent d'arriver à ce qu'on appelle un consensus. C'est ce que j'allais vous dire, parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté avec le coronavirus. On a découvert finalement, il y avait un médecin, un avis. Mais que du coup, c'est important aussi de comprendre qu'il y a quand même des faisceaux de preuves qui font qu'au bout d'un Il y a quand moment, même, on arrive à un consensus, quoi. voilà, voilà, il y a quand même des consensus. Et maintenant, si vous voulez un consensus sur n'importe quel sujet, vous tapez consensus sur, voilà, mammographie dans le cancer du sein, vous allez trouver, il y a des trucs comme la Fondation Cochrane, une association comme Cancer Rose, etc., qui sont des gens qui sont pas, c'est pas des, comment dirais-je, c'est pas des débutants, hein. Il y a des médecins, il y a des statisticiens, etc., qui vous mettent des informations, et aussi qui argumentent. Un autre bon signe que vous avez affaire à quelqu'un de sérieux, c'est la personne comment dire, qui décrit le processus par lequel on est arrivé à la conclusion actuelle qu'on a. C'est-à-dire qui vous apporte des faisceaux de preuves
en vous disant, voilà, ça ne vient pas du néant que les masques, ils filtrent le coronavirus. C'est que il y a des expériences qui ont montré que ça ne vient pas du néant. Là, on vient de faire toute une analyse de ce qui s'est passé sur le bateau de croisière, là, j'oublie son nom, qui était Oui, qui en faisait le tour mer du monde, l'an là. dernier, Oui, qui oui, fait le tour oui. du monde, où il y avait une personne infectée qui est montée dessus, et au bout de 15 jours, il y avait 700 personnes qui étaient infectées. Et ils se sont bien rendus compte que ce n'était pas seulement le fait que le bateau, parce que le bateau, il était très bien ventilé, mais le problème, c'est que s'il y avait une personne infectée dans une pièce, dans cette pièce-là, si les gens restaient plus de tant de temps, il y avait une rémanence des virus, et à ce moment-là, ils avaient été contaminés. S'ils avaient été ailleurs, ils n'avaient pas été contaminés. C'est pas juste quand vous croisez quelqu'un dans le couloir. Il faut quand même un certain temps dans un endroit où il y a beaucoup de virus pour que vous l'attrapiez. Bon. Donc, on va vous donner des arguments qui sont des arguments scientifiques, des arguments rationnels, pour vous expliquer pourquoi on pense ça plutôt que telle autre chose. Ça peut jamais être le fait de quelqu'un qui tout seul dit « Moi, je sais parce que j'ai testé ça sur 12 patients et je sais que ça marche. » Non, si ça marche, ça doit pouvoir être reproduit par 14 équipes qui vont faire la même chose. Et si les 14 équipes vous disent oui, effectivement, ça marche, là, on sait que ça marche. Mais ça ne peut pas être une seule personne. Je vous donne un autre exemple. J'ai écrit un roman policier il y a 15 ans, il y a 20 ans maintenant, dans lequel j'imaginais un médecin qui faisait des faux diagnostics de cancer du sein pour pouvoir opérer les femmes et leur dire « je vous ai guéri ». Et évidemment, après, il vendait sa méthode de diagnostic et de traitement. C'était un truc que j'avais imaginé. Au moment où le livre est paru, on a sorti des articles sur un type qui avait fait exactement ça, mais un vrai. Il avait inventé une méthode pour faire des diagnostics précoces, mais sa méthode, elle était fondée sur des études qui étaient fausses. Et avant que les autres aient pu la tester, il y a plein de gens qui ont repris ces recettes et qui sont allés traiter des femmes qui sont mortes, évidemment, puisque ces méthodes étaient fausses, avant qu'on ait pu la tester. Puis quand, au bout de quelques années, on a dit « Attends, ça ne marche pas son truc », là, on est revenu, on a vu que sa recherche avait été biaisée depuis le début. Donc, il faut toujours faire très attention à une personne isolée qui vous dit « j'ai trouvé un truc formidable qui marche ». Parce que dans le domaine scientifique, c'est jamais comme ça. C'est quelqu'un dit « j'ai une hypothèse » et puis les autres essayent l'hypothèse et puis quand il y en a 14 qui ont fait la chose et qui disent « oui, ça marche », là, on peut dire que ça marche. Tout à fait. Pas quand c'est une seule personne. Et on peut extrapoler ça aux professionnels de santé. Les professionnels de santé de qualité vont vous dire « bon, mon opinion, c'est une chose, mais il y a des éléments scientifiques qui permettent de dire ça, ça, ça ou ça, et qui vont vous les proposer en vous disant, voilà, maintenant, c'est à vous de choisir. Hein. Encore une fois, je reviens à l'exemple de la contraception. Je peux vous donner des tas d'informations sur les différentes méthodes de contraception, mais je ne sais pas comment vous vivez. Donc, je vais vous dire, voilà les méthodes. Qu'est-ce que vous préférez en fonction de la façon dont vous-même vous vivez? Quel type de contraception vous voulez? Est-ce que vous voulez que ce soit définitif? Est-ce que vous voulez que ce soit entre deux grossesses? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voulez une contraception particulièrement efficace parce que vous avez plusieurs amants et que vous ne pouvez pas vous retrouver en étant enceinte sans savoir duquel? Ça peut être n'importe quoi. Bon. Mais il n'y a que vous qui savez comment vous vivez. Et ça, c'est l'élément aussi crucial, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai un savoir, mon savoir, je vais le mettre devant vous, mais c'est pas une conviction personnelle. C'est un savoir qui est accumulé par des tas de gens qui travaillent autour. Et puis, je vais vous le proposer, mais c'est vous qui allez choisir si vous l'utilisez ou pas. C'est pas moi qui dois vous dire, c'est ça que vous devez faire. On est d'accord. Un dernier point, parce que je vois c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci, parce que du coup, là, ça fait bien une heure qu'on est ensemble et c'est super. Alors, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais je pense que voilà, vous apportez Si, il y en a, énormément. il y en a. Un petit On va peu les reprendre de. après. Allez, ouais, on peut peut-être. Ah oui, pardon, oui, tout à Mais fait. allez-y, mais finissez Non, si mais vous du avez coup, une il y avait question. un dernier sujet parce qu'on l'a pas vraiment abordé, mais ça me semble important que vous disiez peut-être quelques mots dessus pour revenir à la santé intime parce que du coup, elle touche quand même à un tabou. C'est la question du
consentement à être touché, que vous avez, enfin voilà, sur lesquels je pense que c'est important parce qu'on est sur un champ où, ben voilà, être touché autant sur les seins que sur la partie génitale, c'est pas quelque chose qu'on a envie Bien avec sûr, un bien soignant sûr. ou une soignante avec qui on n'a rien d'autre qu'une relation patient-soigné, enfin soignant-soigné, pardon. Du coup, vous avez, enfin voilà, juste peut-être rappeler que un soignant doit vous demander. Ah bah oui, c'est même écrit dans le code de déontologie. On ne peut pas vous toucher, on peut faire aucun geste sur vous sans avoir votre consentement. Aucun, aucun. C'est-à-dire, en principe, on ne peut même pas vous prendre l'attention sans vous demander votre accord. Donc, bien entendu, a fortiori, vous, comment dirais-je, vous demandez de vous déshabiller pour vous examiner. Ben, est-ce que vous voulez bien que je vous examine? Enfin, moi, j'ai commencé à faire ça très tôt, en disant: «Bah, est-ce que vous m'autorisez à vous examiner?» Et là encore, c'est très simple, et aucun professionnel de santé ne peut trouver, enfin, digne de ce nom, ne peut trouver à redire à ça, parce que si une personne veut être examinée, elle peut le demander. Tout à fait. Mais si elle ne veut pas être examinée, c'est son droit le plus strict. Si elle ne veut pas qu'on la touche, c'est son droit le plus strict. Je pense à la prise de la pilule, par exemple. Les adolescentes qui venaient me demander la pilule, elles m'envoyaient leurs copines tout le temps. Pourquoi? Parce que quand elles venaient me demander la pilule, je leur disais la première chose que je leur disais: «Vous allez être, soulagées, je n'ai pas besoin de vous examiner». Elle me dit: «Ah bon?» Je dis: «Non, je vais vous poser quelques questions pour m'assurer que vous allez bien, mais je n'ai pas besoin de vous toucher. La seule chose il vaudrait mieux que je fasse, c'est vous prendre la tension, parce que c'est pas la même chose de donner la pilule à une femme qui a une hypertension et une femme qui n'a pas d'hypertension». Mais évidemment, l'immense majorité enfin, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un me dire: «Non, je veux pas que vous me preniez la tension», parce que ça reste un geste complètement anodin. Mais, c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque du contrat qu'un professionnel de santé ou une professionnelle de santé signe. C'est-à-dire, je ne touche pas aux personnes qui n'ont pas donné leur autorisation. En plus, c'est quelque chose, alors c'est très important, aucun professionnel de santé, aucune professionnelle de santé n'a le droit de vous dire: «Oui, mais si je ne vous examine pas, je ne peux pas vous soigner». Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que vous pouvez être là d'abord pour demander un conseil, pour demander un avis, pour demander comment dirais-je? Une recommandation, pour expliquer une inquiétude. Donc, on peut très bien soigner les gens, c'est-à-dire recevoir leurs demandes et répondre par leurs demandes sans les toucher. Moi, j'ai fait ça pendant, je veux dire, l'immense majorité des consultations. Je continue à répondre à des questions par courriel. Je ne vois pas les gens, je ne les examine pas, je ne les touche pas, mais je peux très bien leur répondre à leurs questions. C'est pas quelque chose qui est impossible à faire. Donc, vous n'avez pas à être, comment dirais-je, assujetti à un chantage du style: «Ah bah oui, mais si je peux pas vous examiner si je peux pas vous examiner, je peux pas vous prescrire la pilule». Ben si monsieur, c'est même écrit dans les recommandations du conseil de l'ordre. Je veux dire, bien sûr que vous pouvez me prescrire la pilule. Bon. Donc le le consentement, il n'est pas c'est pas une option, le consentement, c'est intrinsèque à la relation de soins. C'est-à-dire qu'on ne peut soigner quelqu'un que si cette personne nous autorise à chaque minute, à chaque moment, à faire les gestes qu'on pense devoir faire pour elle, mais on doit lui demander à chaque fois son autorisation. Une autre chose qui est très importante sur le consentement, c'est que le consentement n'est pas tacite. C'est-à-dire, ça m'est arrivé, et c'est comme ça que j'ai commencé à changer ma pratique, ça m'est arrivé de voir des gens rentrer et qui avaient, par exemple, une bronchite, qui avaient, des palpitations et qui me disaient: «Je ne veux pas me déshabiller». Elle voulait bien que je les ausculte, mais elle ne voulait pas que je les déshabille qu'elle elle voulait pas se déshabiller. Et ben, je leur disais: «Bah, c'est très bien, vous allez garder votre chemise et puis je vais vous ausculter. Ce sera moins parfait, mais enfin, je vais avoir quand même une bonne idée de ce qui se passe et puis vous allez me dire ce qui se passe et quand je vais vous écouter, je vais avoir une bonne idée de ce qui se passe». C'est pas indispensable de se déshabiller quand on va chez le médecin. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut vous imposer à aucun moment. On ne peut rien vous imposer. Quand vous rentrez dans le cabinet d'un médecin ou le cabinet d'un professionnel ou d'une professionnelle de santé, vous restez une citoyenne
Et tout geste commis sur vous par une autre personne, c'est ce qu'on appelle une voie de fait, une agression. Donc, si vous n'autorisez pas la personne à vous toucher, c'est une agression. Et vous ne vous départissez pas de votre citoyenneté et de votre rôle de personne autonome parce que vous rentrez dans un hôpital ou parce que vous rentrez dans la consultation d'un médecin. Alors c'est vrai que comment dirais-je, c'est très culturel parce que en Amérique du Nord, c'est implicite. On demande toujours l'autorisation des gens. Les professionnels de santé leur demandent toujours leur autorisation. Et prennent d'infinies précautions pour s'assurer que tout se passe bien. En France, on présume qu'une personne qui rentre dans l'hôpital ou qui rentre chez le médecin, elle va se laisser, on peut la soumettre à n'importe quoi. Parce que culturellement, c'est très ancré dans l'état d'esprit de tout le monde, pas seulement des professionnels de santé, mais aussi, Et aussi du patient, de la et aussi des patiente. personnes. Des personnes. Mais ce changement de paradigme culturel, il ne peut avoir lieu que si tout le monde y participe. Or, les patients sont plus nombreux que les médecins. C'est pas faux. Voilà. Donc, si toutes les patientes disent non, les médecins vont devoir changer. Enfin, il y a des gens qui ont déjà changé de comportement, mais si toutes les patientes disent non, les médecins vont devoir changer de comportement. Ils ne pourront pas juste bouder en disant non, je m'occupe plus de vous. Enfin, je veux dire, c'est. Et du coup, je pense que c'est important de le rappeler, de rappeler que ça commence aussi par nous en tant que personnes, comme vous l'avez dit, qui pouvons dire non et que voilà, on ne rentre pas, on ne perd pas son droit au consentement une fois qu'on traverse, qu'on rentre dans le cabinet. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, quelques questions en tout cas qui viennent. Alors, pourquoi j'ai pas demandé à intervenir oralement? Au début, c'était juste pour éviter pour qu'on puisse déjà laisser l'occasion à Martin d'intervenir. Ce que je vous propose, je vois qu'en effet, Marion, vous aviez une remarque, une question plus orale, mais on va peut-être commencer par remonter un tout petit peu le fil, si c'est OK pour vous, Martin. Oui, oui, bien Euh, sûr. alors, il y avait, donc on avait la question sur l'échographie, et ça, on y a répondu, donc l'échographie mammaire. Euh, il y avait une question autour Le préservatif du féminin. préservatif féminin. Alors, préservatif féminin, de mes échanges, ça fait du bruit, c'est pas très pratique. Aujourd'hui, il y a quelques évolutions, mais Oui, oui. c'est pas la panacée encore, hein. Non, c'est pas la panacée. Je crois que ça dépend. C'est comme toutes les méthodes. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui s'en accommodent très bien. Ça dépend aussi du type de relation qu'elles ont et avec qui et du partenaire ou des partenaires. Donc, je crois que c'est toujours la même chose. Il faut essayer. Un préservatif féminin, c'est pas complètement, comment dirais-je, c'est pas absurde de se dire, je vais essayer. Si on a une bonne relation avec un compagnon, on dit, tiens, on va essayer ça, on va rigoler une fois, puis on regarde, on voit. Si vraiment c'est pas bien, c'est pas bien. Mais il y a des femmes qui s'en accommodent. Il faut savoir que il y a des femmes qui sont plus rassurées par le fait d'utiliser le préservatif féminin que d'utiliser un préservatif masculin parce qu'elles sont sûres qu'il est en place. C'est ça. Bon. Donc tout ça, ça dépend un peu du contexte. Mais je crois que toutes les méthodes sont bonnes à essayer, sauf si véritablement ça vous gêne d'avoir quelque chose à l'intérieur du vagin quand vous avez des rapports sexuels. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des femmes qui n'utilisent pas de cape cervicale ou de diaphragme. Et c'est correct. Je pense que ça, c'est vraiment une question personnelle. L'efficacité, en revanche, du préservatif féminin est excellente. C'est-à-dire que ça ne glisse pas un préservatif féminin, parce qu'il y a une corolle qui se met à l'extérieur. Donc évidemment, vous ne pouvez pas le faire glisser et vous ne pouvez pas le perforer parce que c'est drôlement solide. Hein, c'est du polyéthylène, c'est pas du latex comme les préservatifs masculins. C'est pas allergisant. Ça peut être une solution, par exemple, quand on a une infection mycosique, mais qu'on a pas mal et qu'on a envie d'avoir des rapports sexuels, mais qu'on a encore son infection
mycosique parce que c'est pas incompatible, contrairement aux préservatifs en latex, c'est pas incompatible avec les traitements de la mycose. D'accord. Bon, donc il peut y avoir des avantages. Ça peut être quelque chose qu'on utilise occasionnellement. C'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser à chaque fois. Que Alors, répondre à un médecin? Oui. oui, voilà, je vous laisse lire. Ah oui, tout à fait. Je les vois les questions. Que répondre à un médecin qui veut vous prescrire des statines parce que le taux de cholestérol est légèrement trop élevé? Eh ben voilà, Martine Bourguignon que je connais. Martine, ben, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. On n'a pas à vous imposer un traitement, et en partie, que ce soit des statines pour le cholestérol ou pour autre chose, on n'a pas à vous imposer un traitement. Il y a deux types de traitements. Il y a les traitements curatifs, c'est-à-dire vous avez une maladie qui justifie de prendre un traitement qui va soigner votre maladie. Un exemple, c'est un antibiotique pour une pneumonie. C'est sûr qu'avec l'antibiotique, vous allez guérir plus vite. C'est sûr. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez dire, bah, je veux guérir de ma pneumonie toute seule. Et il y a beaucoup, beaucoup de pneumonies de l'adulte qui guérissent toutes seules, même sans antibiotique. C'est plus long, mais ça guérit. Bon. Donc, stricto sensu, vous avez le droit de dire non. Et puis, il y a les traitements préventifs, comme par exemple les traitements pour faire baisser le cholestérol, pour prévenir d'hypothétiques risques cardiovasculaires dans 20, 25, 30, 40 ans. Et ça, c'est beaucoup plus discutable parce que, encore une fois, le cholestérol, ce n'est pas un bon facteur de risque, un bon indicateur du facteur de risque. Le bon indicateur de facteur de risque de maladie cardiovasculaire, c'est le tabac, c'est le diabète, c'est le grand surpoids, hein, la grande obésité, mais ce n'est pas le cholestérol. Le cholestérol, ce n'est pas un bon. Donc, vous faire prendre des médicaments pour une complication hypothétique dans 25 ou 30 ans, c'est quand même quelque chose c'est une sorte de. Comment dirais-je? C'est un coup de poker, parce que vous pouvez aussi faire des allergies et des incidents liés aux médicaments. Donc, moi, je suis toujours très, très précautionneux avec ces traitements, entre guillemets, préventifs, pour quelque chose d'hypothétique. Alors, qu'est-ce qu'on répond aux gens? On répond, c'est ce que j'ai fait avec mon médecin de famille quand il m'a proposé de me doser le cholestérol. Je lui ai dit, si vous me trouvez un cholestérol un peu élevé, ça va vous inquiéter, vous allez me proposer un médicament. Et comme je vais vous dire que je ne veux pas en prendre, ça vous êtes inquiet encore plus parce que. Donc, je ne vais pas vous inquiéter, on ne va pas doser le cholestérol, comme ça personne ne sera inquiet. Moi, je ne prendrai pas de médicaments et vous n'allez pas vous faire de soucis. Faut-il... Je pense que c'était en lien Ah oui, avec, oui, c'était un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. ce qu'on disait tout à l'heure. Après, Ah, on a eu la contraception masculine. Alors, la contraception masculine, il y a des méthodes qui sont à l'étude. Il n'y a pas de... Il faut savoir que les méthodes sont à l'étude et que les méthodes sont sérieusement à l'étude, en particulier dans les pays dans lesquels il y a énormément de population, comme l'Inde, le Pakistan, la Chine. Ces pays-là, qui veulent absolument contrôler la natalité, cherchent activement des méthodes de contraception masculine. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand complot pour interdire, pour faire peser le poids sur les femmes. C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver une méthode de contraception masculine qu'une méthode de contraception féminine. Pourquoi? Parce que contrairement aux femmes qui ovulent une fois par mois, et on peut empêcher la fertilisation de cet ovocyte, soit en empêchant la femme d'ovuler, en lui donnant une méthode hormonale, parce que les méthodes hormonales font croire au corps de la femme qu'elle est enceinte, donc elle n'ovule pas, puisque les femmes enceintes n'ovulent pas. Soit on peut empêcher les spermatozoïdes de passer avec un spermicide, avec un stérilet, etc. Bon. Mais c'est aussi l'efficacité des méthodes féminines est liée au fait qu'encore une fois, une femme ne fabrique qu'un ovocyte par mois et que cet ovocyte dure une journée. La grande différence, c'est que les hommes, ils fabriquent des spermatozoïdes actifs tous les jours de leur vie. Donc, pour arrêter la spermatogenèse, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de phénomène physiologique comme la suspension de l'ovulation pendant la grossesse chez les femmes ou pendant l'allaitement. Il n'y a pas de phénomène physiologique chez les hommes Déclencheur, en fait. qui permet de mettre la fabrication de spermatozoïdes en suspens. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des médicaments qui empêchent la fabrication de spermatozoïdes. Et il y a des hormones. Le problème, c'est que les hormones que les hommes prennent pour les empêcher de fabriquer des spermatozoïdes, c'est des hormones féminines
qui ont tendance à avoir des effets secondaires des hormones féminines chez l'homme, c'est-à-dire elles féminisent le corps masculin, elles empêchent elles diminuent l'érection, elles entraînent des modifications de l'humeur. C'est pas forcément ce que les femmes veulent. Elles ne veulent pas forcément féminiser leurs compagnons. Bon. Il y a des méthodes qui sont des méthodes chimiques, c'est-à-dire on est en train de tester une injection de produits chimiques dans le déférent pour bloquer le passage des spermatozoïdes. Le problème, c'est que ces méthodes chimiques ne sont pas efficaces à 100% et qu'on ne sait pas non plus si elles sont réversibles à 100%. C'est-à-dire, parce que si ce n'est pas réversible, autant se faire une vasectomie. Et il y a un dernier problème, qui est un problème qui est... Attendez, excusez-moi une toute petite seconde, je vais fermer la porte. Le charme du direct. Voilà. Il y a un problème aussi avec la contraception masculine, en dehors des problèmes technologiques, si vous voulez, pour la faire. Il y a un problème qui est que même si on trouvait une pilule pour homme, qui, par exemple, prise tous les jours, inactive la spermatogenèse d'un homme et l'empêche d'être fertile. Pourquoi pas? Théoriquement, on peut imaginer qu'on trouve ça. Ça ne résoudrait pas le problème des femmes. Ça ne résoudrait que le problème des femmes qui vivent avec un homme et qui n'ont des relations sexuelles qu'avec cet homme-là, qui acceptent de prendre cette pilule et dont elles sont sûres qu'il ne l'oublie jamais. Oui, parce que le risque, finalement, entre guillemets, de tomber enceinte, il reste quand même celui de la femme. Eh bien, exactement. Donc, moi, personnellement, je suis pour qu'on mette au point des méthodes de contraception masculine. Je serais ravi qu'il y ait des méthodes de contraception masculine, plus qu'il n'y en a à l'heure actuelle. Encore que la vasectomie, à mon avis, est beaucoup trop sous-utilisée, parce que c'est une méthode qui... Enfin, je veux dire, évidemment, il ne faut plus vouloir avoir d'enfants. Enfin, quand on a déjà 1, 2, 3 enfants, c'est-à-dire les enfants qu'on voulait avoir, et qu'on ne tient pas à ce que sa compagne soit enceinte, une vasectomie, c'est un quart d'heure, c'est bon, des fois on fait un hématome, enfin c'est jamais dramatique, c'est fait sous anesthésie locale, des fois sous anesthésie générale, mais vous êtes sorti à la fin de la matinée, puis c'est fini, et vous êtes tranquille toute votre vie. Bon. Donc la vasectomie en France, il y a des objections à la vasectomie qui viennent des médecins, comme à la ligature de trompe d'ailleurs. Et ça c'est scandaleux, parce que ça ne devrait pas être les médecins qui décident pour les hommes s'ils se font faire une vasectomie ou pas. On est d'accord. Bon. Donc moi, je suis pour qu'il y ait des méthodes masculines. Mais il faut savoir quand même que ces méthodes masculines ne pourront être que des méthodes d'appoint. Ça ne peut pas être des méthodes... On ne peut pas dire... Enfin, il y a des femmes qui disent « Oui, mais ça devrait être aux hommes de prendre ça en charge. » Je dis « Mais est-ce que vous voulez que votre bonhomme prenne la contraception en charge? Est-ce que vous tenez absolument à ce que ce soit votre bonhomme qui prenne la contraception en charge? Vous n'allez jamais lui demander s'il a oublié son comprimé? Vous n'allez jamais vous faire du souci pour savoir si son truc, ça marche bien ou pas? Bien sûr que si. Vous en faites déjà pour votre méthode. Alors, si c'est lui qui utilise... Donc, ça ne peut être que le fait, c'est comme le préservatif féminin, ça ne peut être que le fait de femmes particulières qui ont une relation particulière avec cet homme-là et dans lesquelles le couple s'entend suffisamment bien pour savoir que ça va être un, ça va être l'autre. Pour le moment, il n'y en a pas de méthode comme ça. Le jour où il y en aura, encore une fois, ça ne pourra être utilisé que par une fraction de la la population féminine. Tout à fait. Je tiens absolument à ce que ce soit les femmes qui maîtrisent leur propre méthode de contraception. C'est ce que j'allais dire. Je pense que clairement, la contraception, c'est un des grands combats sur la maîtrise de notre corps et de ce qu'on veut en faire. Donc attention aussi à pas perdre. Il faut qu'on ait des méthodes de plus en plus efficaces et qui ont de moins en moins d'inconvénients pour les femmes, que les femmes utilisent comme elles veulent, quand elles veulent, librement. Moi, je suis personnellement favorable à la commercialisation d'une pilule progestative en vente libre dans les parapharmacies. Parce qu'une pilule progestative, il existe déjà ce qu'on appelle la pilule du lendemain, c'est un progestatif que vous prenez après un rapport sexuel non protégé. Théoriquement, on peut prendre ça 2 fois ou 3 fois dans le mois si on a eu 2 ou 3 rapports non protégés ou sans préservatif, etc.
c'est pas très confortable parce que ça entraîne des troubles du cycle. Bon, mais c'est pas dangereux. Donc, une pilule progestative, c'est-à-dire une fraction de la dose d'une pilule du lendemain, prise tous les jours par une femme qui va l'acheter au supermarché, je suis pour, parce qu'on va éviter des flopées de grossesse comme ça. Et elles n'ont pas besoin de médecin pour aller là. Bon, il y a encore une résistance très grande dans le corps médical pour avoir ce type de contraception, alors que, en théorie, rien ne s'y oppose. Bon. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un accès de la contraception beaucoup plus grand, beaucoup plus facile, avec des méthodes de plus en plus faciles et accessibles pour les femmes. Et Si je on peut rappelle trouver... d'ailleurs que le confinement et le coronavirus, en tout cas en France, hein, dans toutes les mauvaises choses qui nous sont tombées dessus, a au moins pu faire avancer. Justement, on peut aujourd'hui, en ces temps un peu compliqués de confinement, on a pu faire renouveler sa prescription de pilules beaucoup plus rapidement, directement par le pharmacien, sans justement passer par la case médecin. Et en tout cas, il y a une certaine liberté de Ouais, renouvellement qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Mais ouais. on est d'accord. Je regarde les autres questions, Martin. J'ai vu alors, il y avait une demande sur le remboursement je pense que c'était le préservatif féminin, pardon. Si je ne me trompe pas, depuis pas très longtemps, il est remboursé s'il est prescrit par le médecin. Mais je ne sais Ouais. pas si vous... Hein, n'est-ce pas? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ou par la sage-femme d'ailleurs. Ça peut être la Ou par la sage-femme qui sage-femme, oui, prescrit. tout à fait, pardon. Du coup, bon, ça, on le reprécisera, mais il me semble qu'il est remboursé. Je ne suis pas sûre qu'il soit remboursé à 100%. Je sais que pour le préservatif masculin, c'est le cas. Je ne suis pas sûre pour le préservatif féminin. Une question sur le vaccin contre le papillomavirus, donc qui est un vaccin qu'on fait entre 11 et 15 ans, c'est ça? Ou 11 et 17 Ouais, ans? alors c'est la même chose, c'est un peu la même chose que le traitement du cholestérol. Théoriquement, le vaccin contre le papillomavirus est destiné à diminuer l'incidence du cancer du col. D'accord? Mais euh, toutes les femmes ne vont pas faire de cancer du col. En revanche, on propose de vacciner toutes les filles pour prévenir un cancer qui n'arrivera qu'à un petit nombre d'entre elles et qui peut être dépisté et soigné par des méthodes qui existent déjà, c'est-à-dire le frottis et le test dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'objection à la vaccination élargie, c'est que même s'il y a très peu d'accidents liés au vaccin, c'est pas justifié d'exposer des personnes à un accident hypothétique, même rare, pour une maladie qui est aussi, elle, hypothétique. C'est pas la même chose de vacciner contre le papillomavirus que de vacciner contre la polio. Parce que si vous chopez la polio, vous allez faire une paralysie, vous allez en mourir. Ça, c'est sûr. Papillomavirus, si on ne vous vaccine pas contre le papillomavirus, c'est pas pour ça que vous aurez un cancer du col. Le cancer du col est un cancer peu fréquent, hein, qui touche quelques milliers de femmes. Si vous comparez ça au cancer du poumon, au cancer de l'intestin, au cancer du sein, il n'y a pas photo. Bon. Et qui en plus peut être prévenu par le frottis ou les tests. La raison pour laquelle il y a encore des femmes qui font des cancers du col, c'est parce que toutes les femmes n'ont pas accès aux frottis et aux tests. Donc en fait, on dit on va vacciner tout le monde, mais on ne va pas vacciner tout le monde parce qu'il y a encore des femmes qui vont échapper à la vaccination parce que, à cause du milieu socio-économique, parce qu'elles sont immigrantes, parce que pour des tas de raisons, parce qu'elles sont pauvres, parce que on va dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Or, les ressources de santé, elles sont limitées. Bon, moi, je pense que ce serait plus utile de s'assurer que toutes les femmes ont accès à un frottis et à un dépistage correct, plutôt que de Ouais. vacciner les femmes les plus riches qui pourront se faire payer le vaccin ou se faire payer le vaccin par la sécurité sociale. C'est une affectation des moyens qui me paraît démesurée pour ce vaccin-là. Pour ce vaccin-là. Pour ce vaccin-là. Encore une fois, c'est pas comme la diphtérie, la polio, le tétanos. Hein. C'est une maladie hypothétique. Tout à fait. D'accord. Bon. Donc, si vous ne faites pas, et moi ce que je dis aux mères, c'est ceci. Si vous ne faites pas vacciner votre fille contre le HPV, vous n'êtes pas une mauvaise mère, pour deux raisons. Un, parce que, encore une fois, ce n'est pas à 11 ans qu'elle est menacée. Deux, parce que si à 17 ou 18 ans, quand elle est majeure, elle veut se faire vacciner, elle pourra toujours le faire, parce qu'on dit qu'on peut vacciner jusqu'à 22, 25 ans.
Donc, vous ne faites que repousser quelque chose qu'elles peuvent très bien décider de faire elles-mêmes. Vous ne lui interdisez pas une mesure préventive qu'elle pourra prendre. Troisièmement, de toute façon, la prévention du cancer, ça passe par le dépistage, même si on est vacciné. Donc, le dépistage, soit par frottis avant 30 ans, soit par recherche d'une infection active par HPV à partir de 30. Donc, c'est pas être une mauvaise mère que de dire non, je ne veux pas faire vacciner ma fille. C'est pas non plus être une mauvaise mère de dire je veux la faire Tu l'as vacciner. fait, vaccine, c'est ça. Après, c'est un choix et C'est un choix. C'est un choix, mais sachez que ce choix, on n'a pas à vous l'imposer ni dans un sens ni dans l'autre, en vous faisant peur et en vous culpabilisant. C'est particulièrement vrai parce que justement là, on vous demande de faire un choix pour quelqu'un d'autre. Et je pense que une autre raison de réfléchir avant de faire vacciner systématiquement sa fille, c'est la même raison que de se laisser dire oui, il faut que j'emmène ma fille à 15 ans voir le gynécologue. Si vous voulez que votre fille soit une personne autonome, il ne faut pas commencer par l'infantiliser vis-à-vis des médecins et vis-à-vis des décisions médicales. Vous savez que, par exemple, le consentement chez les enfants hospitalisés pour des maladies graves, on leur demande leur consentement pour leur faire des gestes. Et il y a des enfants qui se retrouvent en situation d'émancipation, vous ne pouvez pas les obliger à se faire soigner s'ils ne veulent pas se faire soigner. Vous ne pouvez pas leur imposer un traitement. Donc, il n'y a aucune raison de commencer à infantiliser les filles en leur disant à 11 ans, parce que tu comprends, je ne sais pas quelle vie sexuelle tu auras plus tard. Wow! C'est vachement intrusif, ça aussi. Donc, voilà, mon opinion, c'est une opinion nuancée, c'est-à-dire que voilà les éléments de la chose. Et puis après, on prend la décision avec laquelle on est la plus confortable. Il nous reste, je vous propose d'arrêter à 9h30, enfin de heure française. Hein. Donc, il nous reste une question. Alors, je sais que Marion, vous aviez une question que vous vouliez nous transmettre à l'oral. Je pense que vous pouvez désactiver votre micro toute seule, pour être honnête. Hein. Je vous demande juste d'être concise pour qu'on puisse prendre le temps d'y répondre et ensuite. Je voudrais juste répondre à la dernière question. Il y a Oui, je vous en prie, le temps que je... Est-ce que le test HPV peut remplacer totalement frottis ou doit-on continuer de le faire malgré tout? Non, en principe, c'est ce qu'on dit, le consensus à l'heure actuelle, c'est que le test HPV, donc on recherche une infection active, hein, une infection qui vient d'avoir lieu et qui peut être, comment dirais-je, qui peut être agressive. Le test HPV, c'est pas qu'il remplace le frottis, c'est que si vous faites un test HPV à l'âge de 30 ans et que votre test HPV revient positif, là, on va vous faire un frottis et ce qu'on appelle une colposcopie, c'est-à-dire on va regarder votre col pour voir s'il y a des zones inflammatoires. Donc le test, c'est... Mais si votre test est négatif, évidemment, il n'y a pas besoin de faire un frottis. D'accord. Donc le test va vous suggérer de faire un frottis et un examen colposcopique que vous n'auriez pas fait s'il était négatif. Mais c'est pas vraiment, c'est plus un complément, si vous voulez, que véritablement l'un remplace l'autre. Hein. Il y a quand même des choses qu'il faudra qu'on fasse, même si le test est positif. Merci. Marion, je vous laisse poser votre question. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer d'être très rapide, du coup, comme vous avez demandé. Moi, j'ai une question pour vous, Marc. Au-delà, en fait, de la réappropriation, je pense, de leur corps par les femmes, en fait, en termes de santé, de vraiment savoir mieux juger quand ça va pas, à partir du moment où on a les clés en main pour le faire, parce que ça passe aussi par l'information, comme vous disiez tout à l'heure. Mais au-delà de cet aspect-là, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même besoin d'une sorte de refonte, de réorganisation du système de santé, on va dire, entre gynécologie et sage-femme, parce que moi, en tant que patiente, j'ai vraiment cette sensation que du coup, il y a un engorgement des cabinets gynéco qui empêche parfois d'avoir des rendez-vous rapidement. Et je me dis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup d'actes qui sont faits qui ne sont pas nécessaires et qui, on va dire, accaparent, excusez-moi du mot, mais parfois un gynécologue qui aurait peut-être besoin de se consacrer à d'autres choses, en fait. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que c'est difficile, du coup, d'arriver un peu à s'y retrouver. Et moi, je pense aussi à des pathologies parfois qui ne sont pas forcément vitales. Mettons quelqu'un qui a une mycose.
n'a pas forcément envie d'attendre 3 mois pour voir un gynéco parce que la Bien sûr. médecine, c'est maintenant. Donc, Ouais. voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Non, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut regarder autour de soi qui j'ai comme professionnels de santé qui sont disponibles autour de moi. Alors, il y a les généralistes, il y a les sages-femmes, il y a les gynécos, mais il y a aussi ce qu'on appelle les centres de planification. Si vous allez sur le site, si vous tapez centre de planification et d'éducation familiale sur votre furteur, vous allez tomber sur la liste de tous les centres de planification de France, région par région. C'est-à-dire que vous cliquez sur Champagne-Ardenne et vous aurez tous ceux qui sont dans votre région. Les centres de planification, ils sont faits pour faire de la gynécologie courante. C'est-à-dire qu'il y a des médecins généralistes ou spécialistes, il y a des sages-femmes qui vous reçoivent pour de la gynéco courante, c'est-à-dire aussi bien la contraception que les mycoses, que les douleurs, que ce que vous voulez. Donc, c'est très important de regarder dans votre région, en fonction évidemment de vos possibilités de vous déplacer, vers votre ville ou votre département, ce qu'il y a. Et il y a, dans tous les départements, il y a beaucoup de centres comme ça. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous savez qu'il y a un centre de planification, mais qui n'est pas tout près de chez vous, vous pouvez les appeler et leur dire, voilà, j'habite à tel endroit, vous avez sûrement des correspondants que je peux aller voir. Est-ce qu'il y a une sage-femme? Est-ce qu'il y a un médecin qui travaille déjà avec vous, qui vous envoie en général des femmes pour une IVG, par exemple, que je pourrais aller voir? C'est-à-dire qu'il faut utiliser le réseautage de façon pratique en appelant les gens et en leur disant, voilà, moi ici, j'ai personne, ou en tout cas, je ne connais personne. Qui est-ce que vous connaissez et qui est-ce que vous pouvez me recommander? Mais c'est très important de faire ce quadrillage. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un énorme problème en France, c'est le fait que l'immense majorité des professionnels de santé ne travaillent pas ensemble. Et ils devraient. Moi, quand on m'a fait visiter un cabinet de médecine familiale à Montréal, où il y avait trois médecins de famille, et puis il y avait un kiné, et puis il y avait comment dirais-je, une psychothérapeute qui venait 2 fois par semaine, et puis il y avait un cabinet vide dans lequel les spécialistes venaient 1 fois par semaine pour les patients qui avaient des maladies neurologiques qui ne pouvaient pas se déplacer, les patients qui avaient des maladies cardiaques, les diabétiques, etc. Donc, le lundi, il y avait le cardiologue, le mardi, il y avait le neurologue, le mercredi, il y avait le diabétologue. Et bon, c'est quelque chose qu'on doit encourager. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, et ça, c'est un problème politique, hein, c'est très compliqué. Mais il y a de plus en plus de régions dans lesquelles on crée des cabinets médicaux ou des maisons médicales dans lesquelles les professionnels vont venir. Ils ne vont pas forcément être là à demeure, mais il y aura aussi des gens que vous pourrez faire venir et qui vont se déplacer. Il faut encourager ça. Et l'encourager, c'est quand ça existe, il faut y aller. Il faut y aller pour dire, oui, je défends ce genre de pratique. Mais c'est vrai que c'est un travail compliqué, c'est un travail de longue haleine, ça dépend vraiment des régions. Je vais revenir sur ce que je disais au début. Moi, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui manque beaucoup, c'est une formation médicale qui soit centrée sur les besoins de la population. Parce qu'à l'heure actuelle encore, c'est en train de changer petit à petit, mais de façon très inégale en fonction des facultés de médecine. La médecine est encore enseignée de manière extrêmement académique, extrêmement livresque, extrêmement théorique, c'est-à-dire tout est centré sur la maladie. Mais l'immense majorité des gens ne sont pas malades à proprement parler. Ils n'ont pas une maladie qui les menace comme voilà, une tuberculose aiguë ou un infarctus. Non, ils ont des maladies chroniques, ils ont des souffrances qui sont diverses et variées, qui n'ont pas forcément les tuer la semaine prochaine. Ils ont besoin de soins. Et le problème, c'est que la formation médicale, elle n'est pas faite pour soigner. Elle est faite pour faire des diagnostics et distribuer des traitements. Le problème, c'est que l'immense majorité des gens ont besoin de soins. Ils n'ont pas besoin de diagnostics et de traitements, ils ont besoin de soins. C'est très différent. Donc, je suis d'accord, il y a énormément de choses à faire. Sur le plan de la gynécologie, je crois que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits où il y a très très peu de tissu professionnel, de tissu médical, mais au moins un centre de planification, il y en a pratiquement dans tous les départements. Parce que dans tous les départements, vous avez au moins un hôpital et
Et des centres de planification, il y en a pratiquement partout. Donc déjà, si vous avez un problème de gynécologie urgent, déjà, pensez à ça. Merci beaucoup. Je pense que ça vient parfaitement conclure une session absolument passionnante. Enfin, je vous remercie énormément. On a encore plein de questions à vous poser. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un webinar. Maintenant, on a trouvé la solution technique donc, qui marche bien. Enfin, voilà, de nouveau, un très grand remerciement et je voulais vous remercier toutes et tous. Je sais qu'on a au moins un garçon dans l'assemblée. Il y a quelqu'un qui me demande, qui me dit, je voudrais vous interviewer sur Radio Coquelicot. Oui, Il oui, suffit j'ai de vu m'écrire. ça. Il suffit de m'écrire. Mon adresse, c'est martinvinclair en un seul mot @gmail.com. Donc, vous m'écrivez et puis on essaiera de prendre un rendez-vous pour Radio Coquelicot. Quel joli nom. Super. Oui, c'est un très joli nom, tout à fait. Et du coup, c'est Élodie avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger. J'en rougis déjà de confusion. J'en rougis de confusion. Magnifique. Merci encore. Merci à toutes et tous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci à vous, Juliette. C'est un plaisir. C'était le partager. Et pour information, donc on remettra le live sur la chaîne YouTube de MySLife et il sera accessible via Facebook. Et du coup, oui, alors MySLife, myslife.co. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur les prochains webinars, peut-être avec Martin et aussi sur nos ateliers, nos échanges de paroles. Merci énormément à toutes et à tous et très bonne soirée ou journée. Merci à vous. Pour ceux qui nous suivent du Québec. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.